l'Australie. 12 fois la France pour seulement 20 millions d'habitants. Et en son centre, un no man's land, l'Outback. Une poignée d'hommes contraints à l'itinérance y vivent. Ce sont eux que je veux rencontrer, les accompagner sur les pistes du bush, le long de la Stuart Highway, la route des premiers explorateurs. Ce matin, je me suis dit, en sortant d'Adélaïde, j'ai vraiment envie d'aller au bord de la mer. Et puis le petit trait qui était sur la carte s'est transformé en 2 heures de route. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience de la dimension du territoire en Australie. Mon objectif, c'est de rejoindre l'océan Indien ici, à la mer du Timor, qui est 4000 km plus au nord. Et en fait, il y a vraiment un truc qui m'intrigue dans ce pays grand comme un continent. C'est la manière dont les Australiens se sont appropriés l'espace, d'un point de vue historique, mais aussi aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est une forme de dualité entre les farmers qui ont leurs fermes immenses avec des barrières et les aborigènes qui sont un petit peu dans le monde du rêve. Puis naturellement, c'est l'Australie aussi des rencontres. Et je pense que sur la route, même au milieu du désert, elles ne manqueront pas, en tout cas j'espère. Une carte qui va se transformer en cerf-volant. Et c'est parti. En fait, c'est un peu dur d'être directement propulsé, j'allais dire, dans le futur, parce que quand il est 22h30 ici, chez nous, il est encore que 1h de l'après-midi. Et donc il y a un décalage horaire de 9h30, et ça c'est assez terrible. Et là la fatigue commence à se faire sentir, et je sais pas quelle heure il doit être justement peut-être midi, un truc comme ça. C'est dur de dire vivement ce soir, c'est pas mon genre. Junta, petite ville perdue dans ce qu'on appelle l'Outback australien. C'est la première étape de mon voyage. Je vais y rencontrer Don. Il est à la fois le seul policier à plus de 400 km à la ronde et éleveur de chameaux. Un passe-temps pour le moins original. Chris, c'est ça? Comment ça va? Salut, ravi de te rencontrer. Entre donc. C'est quoi la différence entre le bush et l'Outback? L'Outback, c'est le mot employé par les touristes. Le bush, c'est le mot qu'utilisent les locaux. Mais c'est la même chose? Oui, c'est pareil. Certains appellent ça l'Outback, mais nous, non. On est des bushmen et fiers de l'être. On n'est pas des touristes. Et tu travailles ici depuis longtemps? Ça fait 3 ans. Avant, j'étais sur la côte ouest. C'est là que j'ai attrapé mes premiers chameaux, il y a 15 ou 16 ans. Il y avait des chameaux sauvages dans la région. C'était un peu l'activité du week-end là-bas. On partait avec les gars du coin, capturait des chameaux sauvages. Des chameaux? Mais qu'est-ce que font les chameaux en Australie? Les premiers chameaux sont arrivés à la fin du 19e siècle. Les explorateurs Burke et Wills les ont utilisés pour traverser l'Australie. Puis Thomas Elder les a introduits sur le continent, car les chameaux supportaient mieux le climat que les chevaux ou les bœufs.
Donc là, en fait, on laisse tous les chameaux partir le soir. Il fait ça tous les jours pour leur donner à manger. Donc ils vont... Ils vont loin, là? Ils peuvent aller jusqu'à cet arbre. Ils s'éloignent d'environ 1,5 km. Il y a une limite? Oui, il y a un grillage plus loin. Je ne peux pas les laisser en liberté à cause de la route et de la voie ferrée. C'est déjà arrivé? Non, heureusement. En 3 ans, ça n'est pas encore arrivé. Oh. Il y a combien d'habitants à Yunta? 47. J'aime bien les petits bleds. Tu travailles qu'à Yunta ou tu circules aux alentours? J'habite en ville, mais la limite de ma juridiction, c'est 200 km au nord. Combien? 200 km au nord. Vers l'est, il doit y avoir 30 km, 50 km à l'ouest et 120 km au sud. Des deux côtés de la ville, on trouve des fermes à moutons de très grande taille. Si tu vas au nord, tu ne verras pas plus de 4 fermes sur 200 km. Et au sud, il y en a 4, mais sur 120 km. Celle tout à fait au sud est vraiment gigantesque. Et il vient d'avaler Il a voulu aspirer le tuyau pour faire venir l'eau et il a avalé une araignée. Il s'est fait vomir pour la faire sortir et il ne sait pas s'il s'est fait piquer et il ne sait pas si elle est mortelle. C'est OK? C'est un peu comme si j'avais des graviers dans la bouche. Ça ne fait pas mal, mais j'espère juste que ma gorge ne va pas gonfler. J'ai jamais été mordu par une araignée. On verra bien. Il faut bien un début à tout, non? « 8 h du matin, déjà 35 degrés. Don m'emmène capturer des chameaux dans le bush. Le bush, son absence d'eau, ses serpents et ses araignées mortelles. Mais Don est un passionné. Chaque année, il se balade 40 jours dans le désert avec ses chameaux. Il y a quand même un truc qui est super impressionnant. C'est des paysages lunaires à perte de vue. Et on se demande même si ça peut s'arrêter. Et j'ai du mal à me mettre surtout dans la tête des premiers explorateurs qui sont venus ici, qui sont un peu les ancêtres de Don, et qui ont découvert ces endroits-là, quoi, sans vraiment savoir ce qui se passait quelques kilomètres plus loin, quoi. C'est invraisemblable. Et ici, ils vivent ça juste normalement, quoi. C'est-à-dire que voilà, tout va bien, on fait 60 km comme on irait chercher du pain le matin. C'est assez incroyable. Ah, il m'en a foutu partout. Bon, alors là, en fait, ce qui se passe, c'est un peu comme la chasse au canard. On va attacher les chameaux qu'on a apportés de l'autre campement ici pour faire venir, apparemment, les chameaux qui sont dans l'outback, un peu perdus ici. Et Nick, donc l'autre gars, a survolé ce matin en avion et apparemment, ils ne sont pas très loin d'ici. Donc, ils devraient venir un peu d'eux-mêmes. Je pense qu'on va aller jouer du lasso version cow-boy australien pour aller chercher les derniers retardataires. Finalement, t'es un peu un Touareg australien. Oh, j'irai pas jusque-là. Ils en savent certainement bien plus que moi.
Ça, en fait, c'est ceux qui nous sont servis d'appât. Parce que ceux qu'on vient de capturer, 2 d'entre eux, on va les castrer, en fait. Parce qu'en fait, la particularité en Australie, c'est qu'ils élèvent pas les chameaux, ils les attrapent. Et c'est super ennuyeux d'avoir des bébés chameaux, en fait, parce qu'il faut les nourrir pendant 5 années avant d'avoir des adultes. Donc ils préfèrent les attraper sauvages. Tiens-le, tiens-le. Non, tu ne pourras pas comme ça. Ramène-le par ici. De ma bête. Je fais de mon mieux. Ça sert à quoi? Ça, c'est mon matériel vétérinaire. Des antiseptiques et un anesthésiant. Ok. Tu peux faire l'infirmière si tu veux. Je préférerais d'abord voir ce qu'il en est exactement. Oh, be careful. Fais attention. Sinon tu risques de dormir pendant un moment. Fais attention au coup de patte. It's okay? Yeah, that's it. Come on, be nice about it. All right, ready, straight up. Right. Got the day done. Bon, bah la journée est terminée. On prend la voiture et les motos et on va dans cette direction. Très bien. Un dicton dit que le sac de couchage est ta chambre à coucher et que l'Australie est une grande maison. Les Australiens du bush sont définitivement des hommes à part. Tranquillement, presque, je me suis réveillé et je comprends en fait pourquoi on se lève tôt dans le bush. C'est que juste avant les premières lueurs, les mouches commencent à apparaître et ça devient rapidement un enfer. C'est juste insupportable. Mais tout le monde a bien dormi. Et en fait, il y en a qui ont privilégié le swag. C'est en fait un espèce de grand sac de couchage. Alors il y en a justement un là. Enfin même 2. C'est assez épais, assez encombrant. Mais c'est juste génial quoi. Ça c'est pas waterproof mais ça protège du vent. Ça c'est quasiment une couette quoi. Puis voilà, oreiller intégré. Et en fait le truc en Australie c'est le somnifère qui est super important. Et une petite bouteille de scotch. Alors en fonction de la dose et de la corpulence du gaillard, c'est d'une moitié à une quoi. Des œufs au grill façon pain de mie australien. Quoi? That's
C'est la première fois que je vois des œufs préparés de cette façon. Certains appellent ça un crapaud dans un trou. Mais moi j'appelle ça tout simplement un œuf sur du pain. On fait avec les moyens du bord. Don a marqué mon début de voyage. Force tranquille, amoureux de l'Outback. Dans moins de 6 mois, il sera retraité et se consacrera pleinement à ses chameaux. À les côtoyer, même les plus rudes des cow-boys se révèlent attachants. Je suis parti de Uintah dans l'après-midi. La route et ses paysages pleins de vide. Il y a une règle dans l'Outback. Ne jamais se laisser surprendre par la nuit. Passage obligé par une roadhouse, littéralement une maison de la route. L'endroit où tout se passe. Manger, boire, prendre de l'essence, dormir, et puis boire encore. Bon alors là j'ai quitté la Stuart Highway, la route principale. Je me trouve du côté de Gledembo. Non, Gledembo. Alors Gledembo, à la dernière station-service, il y avait un espèce d'autocollant qui disait « Where the hell is Gledembo ?» Ça veut dire « Nom de Dieu, où est-ce que se trouve Gledembo ?» Et j'ai entendu dire qu'il y avait des shearers qui travaillent ici, c'est-à-dire des tondeurs en fait. Donc des gars qui traversent toute l'Australie de ferme en ferme pour tondre pendant plusieurs jours les moutons. Alors ça dépend du nombre naturellement. Et donc j'en ai rencontré un hier soir qui m'a dit qu'il travaillait juste là, à une quinzaine de kilomètres en marge de la route, par une petite piste. Et c'est ce fameux Georges que j'essaye de retrouver aujourd'hui. Ah, il m'avait parlé d'une éolienne, la voilà. Il doit être tout droit. Il est en plein boulot là. Donc Georges, c'est le fameux contracteur, c'est-à-dire celui qui emploie les shearers, les tondeurs, qui sont plus ou moins des saisonniers qui vont d'une ferme à l'autre. Et voilà, c'est lui que j'ai rencontré hier soir, dans un autre état que maintenant, mais... Hey George! C'est ok? Bon, c'est plein boulot là. Alors t'en penses quoi? C'est super impressionnant. Donc toi, tu t'assures que tous les gars aient constamment des moutons à tondre? Ouais, il faut qu'il y ait toujours des moutons. Il faut que ça tourne le plus vite possible. Et tu fais tout pour les motiver? Exactement. Il y a une bonne ambiance. On se marre bien. Et un mouton, ça fournit quelle quantité de laine? Un mouton comme ça produit environ 7 kg de laine. Le kilo de laine vaut à peu près $7. Ça nous fait $50 de laine par mouton. Et il y a combien de moutons ici? Cette année, on va en tondre environ 22 000. 22 000? Et combien de temps ça prend? Environ 20 jours. 20 jours et 18 tondeurs? 8 tondeurs, 22 000 moutons. Et d'où viennent tous ces gars? Tous ces gars sont des locaux. Ils viennent tous de la péninsule de l'Air, là où il y a des petites fermes. Mais j'ai parlé à un gars qui venait de Nouvelle-Zélande. Ouais, mais c'est le seul. Il travaille pour moi depuis plusieurs années. Ces gars, ils font combien de kilomètres par an en voyageant de ferme en ferme comme ça? Environ 40 000. 14 000? 40 000. 40 000? C'est un tour du monde. Et ça rapporte bien ce travail? Le tondeur le plus rapide gagne environ $500 par jour.
Le plus lent gagne environ 300. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est un bon salaire, ouais. Ça me plairait pas mal comme salaire, mais c'est pas facile comme métier. Ouais, mais ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. George est parti chercher quelques-uns de ses shearers pour les ramener à Glendembo le temps d'un week-end. Je l'accompagne dans l'intention de rencontrer Angus, le propriétaire de la ferme. C'est vraiment le pari d'accord. Comment ça se passe avec ta famille? Parce que si t'es toujours sur la route, ça doit pas être facile. Entre deux gros boulots comme celui-ci, je rentre chez moi pour prendre quelques jours de repos. Pendant ce temps, j'envoie une équipe sur un autre job. Eux, ils rentrent pas chez eux. Moi, je suis le patron, alors je rentre chez moi, je passe quelques jours au bureau pour mettre à jour le planning. Il faut que je retrouve du travail pour mes gars. Comme j'ai plusieurs équipes qui tournent en même temps, bah, ça demande de l'organisation. Mais pour ta femme? Elle est habituée. Ma première femme, elle ne s'est jamais habituée. On a divorcé parce qu'elle en avait marre que je sois jamais là. Je peux comprendre. Elle m'a foutu dehors. Alors que ma nouvelle femme, je crois qu'elle apprécie que je sois pas souvent là. Comme ça, au moins, elle a la paix. Salut. Comment ça va? Ça roule? Je vous présente Christophe. Voici Holly, Toddy et Thorson. Chris est écrivain. George me laissera ici avant de reprendre la même route en sens inverse, cette fois accompagné de shearers. Malgré son emploi du temps bien chargé, Angus m'invite à passer la nuit sur sa ferme. C'est la saison du mustering, le rassemblement du troupeau. Vous ne vous sentez pas trop seul au milieu de nulle part? Non, ça va. Ah bon, ça va? J'ai l'habitude des distances. Quelle taille fait la ferme? 400 000 hectares. La ferme de mes parents en fait 170. Mais on n'a pas de moutons. C'est différent. Définitivement différent. C'est pas les mêmes proportions. Les voisins sont rares par ici. Notre voisin le plus proche est à 1 heure d'ici. Sans blague, votre voisin il est vraiment loin d'ici? Juste au coin de la rue. Pause café pour Angus avant de reprendre les manettes de son avion. Pour la deuxième fois ce matin. Il est à peine 8 heures. Le berger australien moderne est un berger volant. En fait, là, ce qui se passe, c'est que on a 25 000 moutons qui sont répartis sur 3000 km². Et comme c'est la période de la tonte, Angus, en ce moment tous les matins, il survole la région pour rassembler les moutons
Et il y a des gars à moto en bas, ils sont 3. Et ils font en sorte que tous les motos se concentrent en bout de chaîne, c'est-à-dire là où se trouvent les tondeurs. C'est assez hallucinant parce que entre le premier jour où ils les repèrent et le moment où finalement ils arrivent entre les mains des tireurs, il peut se passer jusqu'à 1 mois tellement les distances sont longues. Donc avoir des grandes fermes, une grande ferme de 3000 km², ça se gère vraiment, c'est un sacré boulot. J'abandonne Angus à cette transhumance céleste. J'abandonne même le rouge des pistes pour retrouver le bitume de celle que j'aime, la route. Il me faut poursuivre vers le nord. Je veux me confronter aux autres visages de l'Australie itinérante. Prendre la mesure des hommes face à l'immensité de leur pays grand comme un continent. Ici, c'est un petit peu la version 3 dimensions de l'Australie. Donc, c'est ici qu'il y a des gens venus d'une quarantaine de pays à travers le monde qui ont décidé de venir creuser. Donc là, c'en est un exemple, un trou. Donc il y a des trous partout ici, c'est un vrai champ de mine où on a essayé de trouver de l'opale. Je ne sais pas combien il y a de mètres, mais... 1, 2, 3, ah 3, ça va. Mais c'est quand même tout ce qu'ils ont ressorti du sol. Donc ils avaient bon espoir de trouver une opale ici. En tout cas, j'ai pas trop d'idées sur les chances que peuvent avoir ceux qui creusent de trouver quelque chose, mais moi je sais que j'ai pas mal de chances si je fais pas très attention de tomber dans un trou, quoi. Et attention là. La muraille de Chine version Australie s'appelle la Dingo Fence. Une clôture immense qui passe à quelques kilomètres de la ville de Coober Pedy. C'est la plus longue construction humaine au monde. Elle protège les élevages des attaques des dingos, sorte de chiens sauvages. Hi. How are you doing? Ça va? Ça va. I wanted to give a look at this, Je voulais jeter un œil à la barrière à dingos. Vous avez de la chance. C'est moi qui m'en occupe quand le patrouilleur n'est pas là. J'ai entendu qu'elle faisait presque 9000 km de long. Avant, elle faisait 9600 km, mais ils l'ont raccourci à 5300. Les zones habitées ont gagné beaucoup de terrain sur les terres agricoles dans le sud de la région. Les dingos, ils viennent d'où? Du nord. La barrière les empêche d'aller au sud, là où se trouvent les moutons. Elle tient les dingos à l'écart des troupeaux, parce qu'un dingo à lui seul peut tuer 40 à 50 moutons en une seule nuit. Un seul dingo. Combien de jours par an le garde patrouille-t-il?
Il part 3 jours, toutes les 2 semaines. 3 jours pour longer et vérifier la barrière. Et si la barrière est vraiment endommagée, il doit revenir un jour ou 2 pour la réparer. Cela dépend des dégâts. Il peut y passer 6 ou 7 jours. D'accord, merci. Bonne route. Drôle de monde, à l'espace découpé par une barrière qui finit sa course dans la mer. Dernières images de Cooper Pedy. Une étape avant de reprendre la route demain matin. Des rêves d'opale peut-être. Bon alors sur ce tronçon de la Stuart Highway, il y a très peu de stations-service, il y en a même qui sont fermées la nuit. Donc il faut vraiment viser juste pour trouver la bonne station, quoi. Je vais jamais en venir à bout de cette carte. Ce sont mes derniers kilomètres à bord de mon 4x4 de location. Je vais l'abandonner à Alice Springs. J'ai envie de rejoindre Darwin et la terre d'Arnhem, au hasard des rencontres avec des Australiens qui tracent la route sur la Stuart Highway. Une autre manière de s'approprier l'espace. C'est bizarre comme être assis au volant d'une voiture, finalement, j'en ai quand même un peu plein les pattes parce que ça fait des grosses journées, donc c'est dur, quoi. Et puis le climat devient de plus en plus pesant. Jusque-là, c'était très chaud et maintenant ça devient très chaud et très humide. Et puis j'ai une petite frustration, c'est que finalement, je suis un peu sur la terre des aborigènes. J'ai vraiment la sensation de ne pas en avoir vu beaucoup jusque-là ou juste des fantômes. Puis finalement, ce sujet que je pensais aborder avec les différents personnages que j'ai déjà rencontrés jusque-là, il est tellement sensible que c'est presque un sujet que tu peux pas vraiment traiter avec eux. Pour poursuivre la route, je compte trouver des grey nomades, littéralement des nomades gris. Un phénomène très australien. Ce sont des retraités qui ont troqué leur maison contre une caravane. Ils ont fait un véritable choix de vie qui les amène à voyager à travers le pays. Pour en rencontrer, je me suis rendu dans un des nombreux caravanes-parcs qui entourent la ville. Hello. Hi. My name is Bonjour, Chris. je m'appelle Chris. Moi, c'est Marge. Et voici Georges. Enchanté. J'essaie de rejoindre le nord. Tu vas dans quel coin? La route de Three Ways, Darwin, le long de la Stuart Highway. J'ai commencé mon voyage à Adélaïde. Tu fais du tourisme en fait. En quelque sorte. Nous aussi, on va vers le nord. Tu veux qu'on t'emmène? Ce serait parfait, avec plaisir. Ok, ça marche, on t'emmène. Et tu fais du stop jusqu'au nord? Ouais. À travers tout le pays. Et tu es parti depuis longtemps? On n'a pas d'autre fauteuil, je suis désolée, tu peux t'asseoir là. Ah, vous en faites pas, j'ai mon sac. Vous êtes ce qu'on appelle des nomades gris? Oui. Regarde, j'ai même les cheveux qui sont assortis. Lui aussi. Ça vient de là? Non, on n'est pas obligé d'avoir les cheveux gris. Il y en a plein qui sont chauves. En fait, on voyage tout le temps. On rencontre des tas de gens, on échange nos cartes de visite. C'est pourquoi on a un ordinateur pour imprimer des cartes. Sinon, on passe du temps à donner nos adresses e-mail. On garde le contact grâce à Internet. On se tient au courant de nos déplacements pour les semaines à venir. Parfois, on se retrouve, parfois pas. Et vous savez combien de kilomètres vous faites par an? Eh bien, pas autant que les gens qui ont des maisons. On peut passer 1 an sur la route, entre Darwin et l'Australie du Sud, ou bien passer 6 mois entre Darwin et l'Australie occidentale.
Vous prenez votre temps, quoi. Si les gens du voyage forment une grande famille, je voudrais avoir Marge et George pour grands-parents. Leur spontanéité m'a surpris, leur générosité m'a touché. Au cœur de l'Australie, même le gris est beau. L'endroit s'appelle Thruways. Plus de 100 road trains passent tous les jours par ici. Des camions tellement longs qu'ils ressemblent à des trains. J'essaierai d'en trouver un demain. Pour l'heure, j'abandonne mon corps au vertige de la nuit. Je n'ai pas eu de mal à trouver un routier prêt à m'emmener jusqu'à Darwin. Il s'appelle Lloyd, et voilà 30 ans qu'il impose plus de 50 mètres de remorque au paysage australien. Tu sais combien de kilomètres tu fais par an? Ça varie entre 250 et 290 par an. 1000? Oui, 250 à 290 000 kilomètres. C'est énorme. J'ai fait un peu le calcul, et dans ma vie, j'ai parcouru pas loin de 6 millions de kilomètres dans les camions de ce genre. Mon camion, c'est mon bureau, ma chambre, ma maison, c'est tout. Je m'en plains pas. Et ta famille? Ma famille, j'habite à 20 km de Dubbo, dans l'état du New South Wales. J'ai une petite ferme de 10 hectares, une petite maison dans un endroit très sympa. J'ai une femme et 2 enfants. Ce sont des adultes maintenant. Ils ont 24 et 27 ans. Toute ma famille vit à Dubbo. Et Dubbo, c'est loin d'ici? D'ici, environ 2500 km. Oui, ça doit être ça, oui. Ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Ça fait 5 semaines. Ouais. 5 semaines? Mon voyage touche à sa fin. Retrouver la mer après plus de 6000 km au compteur. Je vais à Bawaka, rencontrer l'un des rares aborigènes prêts à m'ouvrir les portes de sa communauté. Tenter de percevoir la conception qu'ils ont du territoire. Alors là, je suis à Bawaka. Bawaka en langue Yulungu, ça veut dire le paradis caché. Et c'est un endroit en terre d'Arnhem qui est très très spécifique parce qu'à vol d'oiseau, à 1 km d'ici, il y a ces fameuses grandes dunes qui sont à l'origine de l'histoire des aborigènes, puisque c'est là où les 2 sœurs dans la mythologie aborigène se sont rencontrées pour former le monde tel qu'il est aujourd'hui dans la pensée aborigène.
Et je suis ici chez Timmy, qui est l'un des contacts que j'ai initiés depuis la France, parce que c'est assez compliqué de rencontrer les aborigènes et d'essayer de comprendre vraiment ce qui s'y passe. Donc je vais vous le présenter, il est un peu plus loin par là. Timmy. Fine, thank you. Hello. Voici ma famille. Et là-bas vivent d'autres membres de ta famille? Ma mère et mon père habitent là et ont une autre maison là-bas. Et là-bas, c'est la mienne. Ok. Et tu peux peut-être me faire visiter? Oui, allons-y. Ok. Donc tout autour d'ici, on est sur vos terres? Toutes ces maisons sont à vous? Comment sais-tu quelles sont les limites de vos propriétés? Nous habitons ici parce que notre identité, nos vies sont ici. C'est pour cela que les gens veulent retourner à ce qu'on appelle la terre de nos ancêtres. Cet endroit fait partie de ces terres ancestrales qui nous ont été restituées. Nous avons saisi cette chance pour que nos enfants grandissent ici, pour qu'ils puissent comprendre leurs racines, qu'ils apprennent de la nature et qu'ils connaissent tout de leur terre. La relation à la terre est cruciale pour nous. C'est notre savoir, notre culture. C'est ma grand-mère qui habite ici. Voici sa maison. Ça, c'est la cuisine. C'est le plus bel endroit du monde pour laver la vaisselle. To wash plates and yeah. You got a house as well. Tu as une maison en ville aussi? Oui, bien sûr, j'en ai une. School. C'est un manuel scolaire? Regarde. Qui est-ce? De ta famille? Oh, you. Ah, ça c'est toi? Wow. Donc t'es célèbre en Australie? J'en sais rien. Je découvre des aborigènes ce que Timmy veut bien m'en montrer. Pour la communauté, la pêche est le meilleur moyen d'assurer sa subsistance. Même s'il partage son temps entre la ville et Bawaka, Timmy tient à préserver les traditions, garantes du respect de son identité culturelle. Bon, on était quand même venu là pour pêcher des coquillages, hein, pour ramasser des coquillages à la base. Timmy m'a dit, on prend le harpon juste au cas où, et en fait, voilà, à peine arrivé dans l'eau, un requin.
On a de la chance ou c'est tous les jours comme ça? On a de la chance. Oui, on a de la chance. On vient tous les jours et parfois on en attrape un. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu le laisses ici ou? On le tue d'abord et puis après on va chercher des clams. Ok. Je pense qu'il est mort là. Allons chercher les clams. Tu sauras le retrouver. Oui, oui. En voilà une. C'est quoi? Une clame. Vous vous y prenez comment? On prend un couteau. Je vais te montrer. Il faut faire attention. À quoi? À ne pas coincer tes doigts. Wow. Et cette partie-là, vous l'enlevez? Vous découpez quoi? Goûte-moi ça. Thank you. Really appreciate. J'apprécie vraiment. You know? Toi, tu goûtes pas? On va partager. Very good. Très bon. Very good. La vache. Oh, shark, putain, c'est énorme. Des requins énormes. Hey, I go out. Moi, je sors de l'eau. Hein. Dis-moi, pour le requin, tu plaisantais ou tu as vraiment eu peur? Ah, c'était une blague. On voulait te faire peur. Parce que tu veux pas me suivre? Moi, je pense que t'as vraiment eu peur. Non, je blaguais. Yes. Il y a des pistes chantées partout. La plage, l'eau et les rochers. Même un poisson, même une vague est une piste chantée. Et en quittant la mer, la piste se transforme. Elle arrive sur la terre ferme, les rochers, le sable, et tout change. Tout l'environnement change. Les songlines, les pistes chantées, sont les itinéraires invisibles qui jalonnent l'espace aborigène. Pour eux, les emprunter, c'est chanter l'histoire de leurs origines. Il me reste à franchir la barrière culturelle de ce concept. Quand as-tu chanté une piste pour la dernière fois? La dernière fois que j'ai chanté une piste, c'était dans des circonstances difficiles. C'était pour l'enterrement de mon petit frère. C'est la dernière fois que j'ai chanté. Une piste chantée, c'est un lien entre la personne décédée et toi. Quelle que soit la raison pour laquelle tu chantes, c'est pour quelque chose qui te touche, proche de ton cœur.
La conception aborigène du territoire m'imprègne de ses mystères. Les pistes chantées apparaissent d'abord comme des lignes infinies, nées du fruit d'un imaginaire débordant. Mais à les regarder avec le cœur et non avec les yeux, je les sens résonner en moi et dessiner les frontières d'un autre monde, celui du rêve. Et ce voyage nourrit déjà ma quête d'un nouvel ailleurs, où l'homme se laisserait porter en chanson sur les routes de la vie.